Donc, ma présentation peut être un peu longue. Bon, alors, désolé, je ne suis pas très bon pour les super méga jeux de mots marrants. Je vais tenter ça. Alors, en fait, je ne vais pas parler que des boucles, que des forts. En fait, je vais parler des boucles au sens large. Et ça peut paraître un peu bizarre de faire une présentation relativement longue sur un sujet que vous maîtrisez tous depuis votre développement. Effectivement, il y a plein de choses quand même à dire et à creuser dessus. Moi, je trouve que c'est intéressant des fois de prendre un peu du recul sur le code qu'on fait. Et bon, là, aujourd'hui, c'est les boucles. Rapidement, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Igor, je fais du dev web et on va dire, je fais aussi des back-ends, si possible pas en Java, mais sur la JVM. Et je fais ça depuis très longtemps. Enfin, bon, du Kotlin, j'en fais depuis pas si longtemps que ça, mais on va dire que je suis dans l'écosystème Java depuis très longtemps. Je travaille chez Monkey Patch. Monkey Patch, on est sponsor, c'est cool, on en parlera. Évidemment, on recrute, évidemment, on est une boîte super cool. Et évidemment, comme toutes les autres, on est à taille humaine. Mais nous, on est 10, donc on est vraiment à taille humaine, etc. etc. N'hésitez pas, il y a quelques monkeys dans la salle à discuter. Il y a Manu, Mathieu, il y a Guillaume et il y a aussi Arnaud qui se cache. Voilà. Il y a beaucoup de monde, en fait. On est beaucoup. On n'est pas nombreux, mais on est beaucoup dans la salle. Donc, je vais parler de tout ça. L'introduction, elle est quasiment finie déjà. Mais la partie vraiment intéressante, c'est la partie sur qui est le meilleur. Et donc, du coup, le reste, je vais devoir aller vite. Alors, je vais poser rapidement une question. Qui c'est qui est familier avec les streams en Java? On va avoir à peu près tout le monde, là, non? Ok. Je mettrai quand même le focus sur un ou deux points très importants. Maintenant, je n'irai pas dans tous les détails. D'abord, il y a eu une présentation. Bon, c'est vrai, elle date il y a très longtemps. Mais ouais, après, il y a pas mal de choses dans la doc. C'est quand même un sujet qui date de Java 8. Donc, je ne rappelle plus la date, mais ça fait un bail. Donc, bon, désolé si je vais un peu vite là-dessus. C'est pas forcément... L'important, c'est pas d'apprendre à faire des streams, c'est savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser ou pas. Voilà. Alors, c'est cool. On a une super présentation sur Micronaut. Je ne vais pas vous citer l'effervescence qu'il y a autour de Quarkus, même ce qu'il y a eu avant sur Spring Boot et tout, ça n'arrête pas de bouger. C'est bien, ça tire les limites, ça pousse, ça va toujours dans le bon sens. C'est cool, mais des fois, ça vaut le coup de prendre 5 minutes, 10 minutes plus, et de se dire, mais en fait, le code que je fais, est-ce qu'il est bien écrit et tout? Et ma boucle, c'est devenu automatique, tellement c'est facile pour moi de les écrire, j'en écris 10 par jour. Est-ce qu'elle est bien écrite comme il faut? Voilà. C'est un peu ça aujourd'hui, il faut essayer de prendre du recul sur le code qu'on fait pour apprécier cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les boucles? Alors, moi, j'ai essayé d'identifier les patterns un peu classiques qu'on fait dans les boucles. Donc, premier truc, on fait des transformations. Alors là, c'est écriture Java 1.4 parce que ça me permet de rappeler la syntaxe avec les 3 instructions de la boucle for. OK. Bon, Java 1.4, il y en a qui n'en ont pas fait. C'est dommage. C'était génial, il y avait des castes partout. Et en Java 5, c'est cool, on a une nouvelle structure qui est assez élégante. On a tendance à appeler le for each, où là, en fait, on va déjà être dans du code beaucoup plus intéressant. Alors, je ne vous ai pas dit ce que ça faisait la transformation, mais en gros, toutes ces lignes de code, la ligne importante, c'est celle-ci. En gros, c'est que je prends mes éléments, je les transforme en résultats, et j'ai une liste d'éléments, en fait, en entrée. Ça pourrait être un tableau, un set, une collection quelconque, au final. Et je vais retourner une collection quelconque, au final, en l'occurrence une liste ici, de résultats. D'accord? Pour un élément en entrée, j'en ai un en sortie. OK? Java 8, on a des lambdas, c'est génial. On a même des diamond author en Java 7, c'est cool. Et ici, je fais un for each. Alors, sur mes collections, je peux faire des for each, des vrais for each, c'est cool là. Et on va pouvoir utiliser cette magnifique syntaxe de lambda qui nous fait tant plaisir et tout. Alors, je ne suis pas trop fan de cette version-là. Si j'ai un peu de temps, je vous dirai ça pourquoi à la fin. Mais bon, voilà, c'est encore une fois cette syntaxe. Autre chose que les transformations, les filtres. Alors là, c'est très simple. On a des choses en entrée et on veut filtrer, on veut garder que ceux qui matchent une certaine condition. Donc là, on va utiliser ici cette méthode. J'ai modélisé ça sous isSomething. Bon, c'est un peu vague, un peu flou. Pas grave, c'est des modèles de boucles que je vous montre. C'est pas... Le code qui est derrière n'est pas très intéressant. Donc, ce isSomething va me dire, si ça renvoie true, je garde l'élément, sinon, je ne le prends pas.
Là encore, très simple. Hein. On peut l'écrire de plein de façons aussi, hein, mais ce n'est pas l'intérêt du truc. Beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, c'est ce que j'ai appelé une accumulation. Donc, l'accumulation, le principe, c'est que ma boucle va me servir à calculer un résultat final que j'ai modélisé là par un type qui s'appelle accumulator, qui peut être tout et n'importe quoi. D'accord? Normalement, on va l'initialiser avec une valeur, ou éventuellement nulle, hein, s'il faut. Hein, d'accord? Et dans chaque boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération où je vais calculer un résultat intermédiaire à partir du précédent résultat et de mon élément courant. OK? Et à la fin, je retourne mon accumulateur. Je vais vous donner un exemple qui est une petite variation de ça. On va prendre, par exemple, une liste de doubles et je vais calculer la moyenne. Comment on fait? Eh bien, je vais, dans ces cas-là, si je veux rentrer dans ce modèle-là, je vais créer un objet accumulateur qui va avoir deux attributs. Un attribut count, qui va compter le nombre d'éléments que j'ai sommés, qui sera le type int, et un attribut sum, qui va être la somme des éléments, qui sera le type double. Mon accumulateur, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, il va faire plus 1 dans le count, il va faire plus l'élément courant dans ma somme. Et à la fin, petite variation, on ne retourne pas à cet objet accumulateur, on va faire le calcul final, la division qu'il nous faut. Alors évidemment, là, on pourrait se passer de cet objet, travailler avec deux éléments, deux variables locales, mais on va dire qu'on peut modéliser ça dans sa tête et réfléchir ça comme étant un objet d'accumulation. OK? Autre chose, les imbrications. Là, c'est dès qu'on va avoir des boucles forts dans des boucles forts. D'accord? Des boucles dans des boucles. Cas typique, j'ai une liste d'éléments, et en fait, ces éléments ont tous des enfants, et je veux itérer dessus. D'accord? Donc, je vais pouvoir chaîner ces boucles fortes, les imbriquer. Évidemment, tout ça, eh ben, on va pouvoir les combiner, les mélanger ensemble. Toutes ces opérations de transformation, de filtre, d'imbrication et d'accumulation. D'accord? Avec ça, on va modéliser la plupart des boucles qu'on écrit. Et il y a des petites variations, il y a des choses qui existent et qu'on fait de temps en temps. Le plus souvent, c'est les breaks. Par exemple, je chercher un élément dans une liste, je peux m'arrêter au début. Dès que je l'ai trouvé, je peux m'arrêter. Je n'ai pas la peine de continuer à parcourir ma boucle. Et il y a les continues. Alors là, on les trouve un peu moins souvent. Mais en gros, l'idée, c'est que je saute l'itération courante pour aller à l'itération suivante dans ma boucle. Et évidemment, comme on peut faire ça dans une boucle imbriquée, il y a cette syntaxe que à peu près personne n'utilise. Sondage, qui c'est qui a utilisé déjà le label dans sa vie? Ok, super. Moi, j'ai dû utiliser une ou deux fois dans mes nombreuses années. Voilà. Et donc, du coup, on ne les utilise pas aussi trop, ça, parce que ça rend le code beaucoup plus dur à lire, parce qu'il y a plusieurs chemins et tout. Et alors, du coup, on ne va pas trop les utiliser. C'est sûr qu'il y a des use cases intéressants, notamment si on veut faire des optimisations de perf. Donc, j'en ai fini pour cette partie-là. C'était un peu théorique, un peu basique, mais c'est important pour la suite. Autre chose intéressante, on l'oublie souvent, c'est la récursivité qui nous permet d'écrire des super boucles fortes. Donc là, c'est une transformation en mode récursif. Vous comprenez tout de suite pourquoi on ne l'utilise pas. C'est que c'est un peu verbeux. Alors, juste pour rappeler les basiques, hein, quand même, parce que du coup, on ne l'utilise pas. Souvent, la récursivité, la première chose qu'on fait, c'est on vérifie si on s'arrête. Si on s'arrête, c'est très bien. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos éléments et ce qui se passe ici, c'est que je vais les découper. Je vais prendre la partie que je veux traiter dans mon itération courante, dans ma fonction, dans mon appel courant, et le reste. D'accord? Je vais appeler ça déconstruction. Et ce qui se passe après, c'est très simple. Je fais ma transformation. Là, il n'y a rien de nouveau. Et à la fin, je construis ma liste avec cette superbe syntaxe dans laquelle on retrouve ici l'appel récursif, sur ma transformation récursive. OK? Bon, c'est très simple. Hein? Alors, bon, comme je fais des présentations, j'ai un quota de Java que j'ai largement dépassé dans cette présentation. Donc, il y a des moments où il faut que je change de langage. Je reviens tout de suite. Mais bon, là, vous avez l'équivalent en Kotlin. Alors, on est à la limite du lisible parce que ça fait un peu pâté. Mais on profite un petit peu de la concision et de l'expressivité qu'on peut avoir avec Kotlin. Notamment, on peut faire des plus sur des listes, par exemple. Et il y a des méthodes drop qui évitent de faire des sublistes ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est cool, mais il y a encore mieux. Il y a Scala. En termes de syntaxe, Scala nous offre ici un truc génial. C'est le pattern matching qui nous rend ça hyper agréable à lire. Donc ici, on va matcher notre entrée. Si c'est la liste vide, je retourne liste vide. Sinon, je la déconstruis et je reconstruis avec la transformation qui sera récursive sur la queue. Ce n'est pas un cours sur Scala, je ne vais pas vous rentrer tout ça dans les détails.
Et ça, c'est beaucoup plus élégant. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que le pattern matching, on a l'espoir de voir arriver un jour dans Java. Dans ceux qui ont suivi, Java 12 est sorti il y a, je sais pas, 2 semaines, quelque chose comme ça, une dizaine de jours, on va dire. Ils ont commencé en mode expérimental à changer un petit peu des choses dans le switch. Ça devrait découler sur le pattern matching. En tout cas, ça fait partie de leur projet. Je ne sais pas quand ça arrivera, probablement pas pour la prochaine LTS, mais bon, ça nous laisse un peu d'espoir. Il ne faut pas être pressé, par contre. Chose intéressante sur les filtres, c'est qu'on peut faire des sorties rapides. Je vais appeler ça comme ça. C'est que tout à l'heure, pour le find, je pourrais l'écrire avec un filter, mais c'est pas très sympa. Je vais être obligé de parcourir toute la boucle, toute la liste, ça c'est pas cool. Donc, dans la récursivité, j'ai quand même cette possibilité de contrôler et de faire le return quand j'ai fini. OK ? L'inconvénient en général des récursivités, c'est quand ça commence à péter dans votre code et vous êtes déjà bien en profondeur dans votre récursivité, c'est hyper dur à comprendre. D'autant plus quand vous faites des appels de fonctions dans tous les sens, des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Et là, au bout d'un moment, vous n'y arrivez plus à comprendre où on en est. Donc, c'est vite difficile à lire quand ça sort du cas standard. Cas standard que je suis obligé de vous montrer, puisque je parle de la récursivité, c'est la factorielle. Je ne sais plus trop à quoi ça sert, à part faire des présentations sur la récursivité en maths, mais ça sert, on dira, aujourd'hui. Hein ? Dénombrement. Ah. Okay. Les trucs de machine learning. Ah non. Bon, factoriel x. Voilà, je vais exécuter ça, ce code, et j'ai modélisé sur la droite, il y a un petit trait, hein, c'est ce que je vais avoir besoin de mettre dans la pile. Donc en fait, factoriel x, c'est x fois factoriel de x moins 1. Pour faire ce calcul-là, d'accord, ce calcul-là qui est une multiplication, d'accord, c'est pas un appel récursif, j'ai besoin de mettre x dans ma pile. OK ? Alors là, je vous parle de ce qui s'appelle la récursivité non terminale. Pourquoi ? Parce que mon opération finale, ça n'est pas une appel récursif. En l'occurrence, c'est une multiplication. Ce qui se passe, c'est que derrière, je vais évaluer factoriel de x-1 et ça va me faire ce code-là. Je vais devoir mettre x-1 dans la pile. Et je vais aller jusqu'au bout. OK ? Et je vais me retrouver dans la pile avec les valeurs de x à 1. D'accord ? Et là, je vais pouvoir faire mes multiplications et calculer mon résultat. Donc sur factoriel, on n'a pas trop de soucis, parce que ça explose vite en termes numériques. Par contre, sur du code récursif qui croît doucement, par exemple, où je peux avoir une pile qui explose. Quand la pile explose, on a la stack overflow exception. On peut bien évidemment changer la valeur, mais on ne va pas pouvoir mettre 10 millions, par exemple. Et des fois, on aura envie. Autre chose, ça ralentit vachement, ça bouffe de la mémoire. Enfin, tout ça, c'est une mauvaise idée. Donc, en gros, on évite au possible ces récursions non terminales. Bonne nouvelle, on sait faire des récursions terminales, y compris pour factoriel. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle factoriel de x, enfin factoriel, avec 2 arguments. Le premier, c'est avec mon x. Mon deuxième, je vais l'appeler un accumulateur. On retrouve ce terme, étonnamment. Et du coup, je vais pouvoir évaluer cette fonction. Et je vais dire que factoriel de x, accumulateur, c'est égal à factoriel de x moins 1, accumulateur fois x. D'accord ? En l'occurrence, au début, x vaut 1, initialisé à 1. Et je vais pouvoir descendre mon calcul. Et là, en fait, techniquement, cette valeur-là, eh ben, elle est calculable par mon interpréteur Java. D'accord ? Okay ? Donc, on peut le faire. Du coup, on n'a pas besoin de la pile là-dessus. OK ? C'est ce qu'on appelle une récursion terminale. Par contre, ça ne vient pas gratuitement. En fait, il faut que le compilateur soit intelligent, suffisamment intelligent, et interprète ça pour faire cette optimisation. Et globalement, moi, je vous ai présenté de façon théorique, on va dire, avec du pseudocode, quel est le principe d'une récursion terminale. En gros, si on utilise ce pattern, on y arrive toujours. Le principe d'une fonction récursive terminale, c'est que ça prend une entrée, je vais appeler ça un scope, et un état courant. Au début, on l'appelle avec l'état initial. Okay ? Si j'ai fini, je m'arrête, je calcule mon résultat. Donc là, c'est pas dur, c'est pas la partie intéressante. La partie intéressante ici, elle commence là. Je vais découper mon entrée en ce que je peux traiter maintenant et ce que je traiterai plus tard dans l'appel récursif suivant. C'est une déconstruction, encore une fois. À partir de ce que je peux traiter maintenant et de mon précédent état, ici, je calcule mon nouvel état et après, je n'ai plus qu'à faire mon appel récursif.
Et si vous êtes un petit peu malin et qu'on regarde un petit peu le code sur l'accumulateur, tout à l'heure, en fait, vous pouvez très facilement passer de l'un à l'autre. C'est intuitif, presque. Cette valeur initiale, c'est ma premier appel de fonction. D'accord? C'est ce que je vais mettre en accumulateur. Et en fait, ici, on retrouve cet appel, cette fonction accumulate, ici. Ben, on le retrouve directement ici. Avec cette, ici, je l'ai appelé reduce. Reduce. OK? Donc, c'est équivalent, en fait. Problème, en Java, et ben, Java ne fait pas cette optimisation. C'est pas grave. Peut-être que ça sert à rien de faire des factoriels, on verra ça peut-être plus tard. Pas des tels règles, on verra ça plus tard. Cool, en Kotlin, on peut le faire. Il y a un mot-clé qui s'appelle telrec, et au passage, on peut créer des fonctions dans des autres fonctions, des fonctions locales. Et c'est cool, donc c'est ma factorielle. Vous voyez que mon appel en bas, c'est avec la valeur initiale, 1. Et à chaque fois, eh ben, je vais faire mon appel récursif. Alors là, ça ne nécessitait pas beaucoup de calculs, hein, mais mon nouvel état, il est calculé en faisant -1, et mon nouvel état est calculé en faisant une multiplication, et mon nouveau scope, il est calculé en faisant -1, et ça va converger si n est suffisamment supérieur à 2, en l'occurrence, ça va marcher. Bon, je ne vous passe les détails de contrôle des valeurs numériques. En ce cas-là, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est une annotation telrec. Voilà. Bon, les deux langages l'ont fait. J'en ai fini pour les récursivités. Maintenant, on va parler de cette fameuse API stream. Alors, premièrement, les streams, comment on les construit? Donc, c'est venu avec Java 8, hein, les streams. Ça fait un usage intensif des fonctionnels interface pour avoir des syntaxes sympas avec les lambda. Comment on fait pour récupérer un stream? Ben, en général, on parle d'une collection, on appelle la méthode stream. On peut appeler parallèle stream pour avoir un stream parallèle. Les streams peuvent être parallèles, on verra aussi. On peut créer à partir d'un tableau, d'une liste d'éléments, stream.empty. Il y a d'autres choses intéressantes à dire là-dessus, c'est que si on veut faire des streams avec des types primitifs, int, long et double, en tout cas que cela pour l'instant, on peut avoir des int stream, double stream et long stream, qui eux vont du coup être un peu optimisés et surtout il va falloir les utiliser si on veut travailler avec ces valeurs. Donc on peut créer des ranges sur les nombres, on peut créer des trucs avec iterate, là, pour simuler un stream infini, on peut faire ça. Alors c'est entre guillemets infini, parce que les ints ne sont pas finis, hein, Java, évidemment. Mais bon, en gros, on part de 0 et à chaque fois, on fait +1. Et on peut faire ça. On peut avoir des streams infinis de random, là, c'est vraiment infini. On peut, à partir des fichiers, d'un fichier, avoir la liste, un stream des lignes du fichier. Donc ça, c'est super cool, hein, si vous voulez parser du CSV, au passage. Ou à partir d'un répertoire, on peut parcourir en profondeur ce répertoire et avoir un stream de fichiers et de répertoires dessous. Il y a plein de paramètres supplémentaires si vous voulez tweaker un peu ce truc-là, c'est super. En général, ce qui peut arriver aussi, c'est que on a un itérable et on veut construire un stream. Pour ça, il y a stream support. On lui passe le split itérator de l'itérable, qui est disponible sur tous les itérables, et un flag pour lui dire est-ce que je suis parallèle ou pas. Et voilà la création. On va passer à notre opération de transformation. Donc, je prends mon entrée, disons que c'est une collection, une liste, j'appelle stream, et je transforme ce stream d'éléments en stream de résultats. Une méthode. Souvent aussi, là, on peut utiliser la syntaxe qui s'appelle méthode référence avec les 2 points en Java, pour ceux qui ont l'habitude. Les filtres, bon, ça s'appelle filter. C'est bien trouvé, on lui passe notre fameuse fonction, ça s'appelle un prédicat en général, une fonction qui prend un élément et qui retourne un booléen. Donc, si ça fait true, on garde l'élément, sinon l'élément va disparaître du stream. Des imbrications, pour ça, il y a la fameuse méthode flatmap, dont je suis fan, hein, vous avez compris. Il y a beaucoup de choses derrière flatmap, donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que ce n'est pas le sujet. Mais derrière ce type d'opération, on peut creuser et y passer des siècles. Hein. Bon, bah là, en fait, j'ai un stream d'éléments, je veux streamer sur ces enfants, et je vais faire ce code-là, mais plutôt que de vous faire ça, je vais vous expliquer grosso modo le principe avec une petite animation, pour ceux qui ne sont pas encore trop à l'aise. Donc, on va modéliser ça comme étant un stream de 3 éléments. Alors, c'est un peu abusif de le faire comme ça. Et mon stream, il va exécuter le flatmap sur mon premier élément.
ça va me donner, le flat map, il va me donner un autre stream qui va contenir ces trois éléments-là, ici, dans le stream vert. Et si j'avais fait juste un map, eh ben, je me retrouverais avec un stream de stream. C'est pas vraiment gênant, on peut travailler avec. Hein. Mais si je fais flat map, eh ben, on va enlever le vert, en gros, pour obtenir ce stream-là. Et après, bon, ben, le 2, ben, ça va me faire ça. Okay. Et le 3, cas particulier, je me suis amusé à faire quelque chose qui produisait un stream empty. C'est un de ces usages. Et du coup, ben, le 3 ben, disparaît. OK. Donc ça, c'est une vue de l'esprit de ce qui se passe quand on fait un flat map. C'est vraiment tout simple. On fait un map et après, on aplatit, on enlève le bord du stream. Alors, petit point important pour ceux qui ne sont pas habitués trop au stream. Ici, je vous ai mis un petit exemple de code. En gros, j'ai un stream avec trois valeurs, lorem, 3 petits points à mettre, et j'ai fait un map. Et dans ce map-là, je fais un système outprint, c'est pas terrible, mais bon, je fais comme ça. Et après, je fais un mise en majuscule, et après, j'ai un filtre, donc j'affiche la valeur qui a été mise en majuscule, et je garde que ceux qui commencent par A, donc à mettre. Et à la fin, je fais un pic. Le pic, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça ne change pas ce qui se passe dans le stream. Par contre, ça vous donne la main sur l'objet qui est dans le stream, qui va passer, qui va être traité. L'usage de ça, c'est de faire des logs. Et à la fin, je fais un stream created. Très bien. On pourrait penser qu'on a cette sortie. Donc, mon premier map, en fait, il va afficher tout ce qui se passe dedans. Mon filter, il va afficher ce qui a été mis en majuscule. Et mon pic, il va afficher après le filter. Donc, que la valeur à mettre. Et après, j'ai mon stream created. Donc, on n'a pas du tout ça. On a juste stream created. En gros, map, filter, pic et tant d'autres sont des fonctions qui sont lazy ou paresseux. J'adore les paresseux, j'aimerais bien vous en parler, mais je vais être pressé par le temps. C'est un paresseux à deux doigts. Voilà, pour info. Je bluffe pas, en fait, quand je viens de voir le paresseux. Donc, il y a des opérations qui sont paresseuses et des opérations qui sont terminales. C'est quoi une opération paresseuse? En gros, c'est facile, toutes les opérations qui retournent les streams sont paresseuses. Le principe, c'est qu'en fait, un stream ne contient pas de données. Un stream va contenir un plan d'exécution. Et quand on appelle une fonction map, ça va ajouter dans mon plan d'exécution le map. OK? Il faut le voir comme ça. Et ce plan d'exécution, il y a un moment, il faut l'exécuter. Et ça, c'est les fameuses opérations terminales. On va en voir quelques-unes. Reduce, collect, par exemple. Find any, find first. Je vais noter. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pourquoi il y a un any et un first? C'est parce que comme on peut être en parallèle, d'accord? Si on veut être sûr d'avoir le premier, eh ben, va falloir faire find first et peut-être qu'il va falloir faire des opérations de synchronisation, enfin des choses comme ça. C'est pas notre souci, c'est le framework qui va faire ça. Alors que le find any, ça envoie le premier qui match. Point. Voilà. Alors, on va passer sur la première opération terminale. Alors, il y en a plusieurs. Je vais partir de celle-ci. Le reduce. Donc, il y a plusieurs formes. Ça, c'est la forme un peu générale du reduce. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ne retourne pas un stream, ça retourne une valeur que j'ai appelée accumulator. On va retrouver notre bonne vieille accumulation. Ici, la première valeur qu'on passe dans mon reduce, c'est la valeur initiale. Alors là, j'ai fait new accumulator. Mais en fait, si je reviens sur mon code précédent d'accumulator, c'est initial value. OK? La deuxième méthode, on va prendre l'accumulateur et l'élément qui est dans le stream, l'élément courant du stream, on va dire, et on va appeler accumulate, ça retourne un nouvel accumulateur. Et là, pas de surprise, on retrouve exactement ce qu'on a ici. C'est le même code, en fait, qui va se passer. Sauf que vous avez déjà vu qu'il y avait une troisième méthode, ici. Troisième paramètre. C'est un truc qui, des fois, n'est pas exécuté. Si votre stream, il est séquentiel, d'accord, donc pas parallèle, en fait, cette méthode-là, elle n'est pas utilisée. Et d'ailleurs, on voit souvent dans le code des throws d'exception, assert error. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je suis un stream séquentiel, parce que je veux être dans un stream séquentiel. Ça c'est courant, d'accord? Donc, c'est utilisé que quand c'est parallèle. Au passage, si on veut forcer le stream séquentiel, on peut appeler point sequential. Il va te faire basculer le stream en séquentiel s'il n'était pas. Donc, c'est une opération de combinaison
Donc, j'ai appelé ici merge, ici. Le principe, c'est que bon, le mieux pour l'expliquer, c'est de donner un exemple concret. J'ai un stream d'entier, je veux faire la somme. D'accord? Et mon parallèle, il va me découper ça en 2 sous-blocs d'entiers, d'accord? Sur lesquels il va passer des accumulateurs. Et je vais avoir 2 résultats intermédiaires qui vont correspondre à la somme sur ces sous-blocs. D'accord? Et à la fin, ces 2 résultats intermédiaires, je vais devoir les combiner pour produire mon résultat final. OK? Et ce boulot-là, c'est cette dernière fonction de combinaison qui va le faire. Donc, j'ai appelé ça merge, qui est dans l'objet accumulator, qui va prendre un accumulateur en parallèle et retourner un accumulator. Voilà. Encore une fois, c'est utile que dans un contexte parallèle. Cas particulier du reduce. Si mon élément de sortie, ce que je veux calculer, c'est du même type que ce que j'ai à l'intérieur, d'accord? Je vais pouvoir utiliser une autre forme, en tout cas dans certains cas. Donc là, c'est plus un accumulateur, c'est un element, de retour. Et cette forme-là, en fait, elle va utiliser un accumulateur et un combineur. La méthode combine, la méthode d'accumulation. La méthode d'accumulation, on l'appelle des fois reducer, d'ailleurs. Donc ces 2 méthodes, ça peut être la même chose, en fait. Et typiquement, quand je vous ai tout à l'heure donné l'exemple sur le somme, en fait, la somme d'entiers, mon accumulateur, c'est l'opération d'addition sur les entiers, et mon combineur, c'est aussi l'opération d'addition sur les entiers. Et donc, du coup, j'ai une forme raccourcie qui peut fonctionner en parallèle ou en séquentiel. OK? Il y a une 3e forme du reduce, mais j'ai des slides plus loin. Si on prend ce qu'on a vu sur le reduce et on généralise encore plus le truc, on va tomber dans les méthodes collect. Il y en a plusieurs, mais à chaque fois, le principe, c'est que ça va construire un objet qui va implémenter l'interface collector, dont je vous ai mis les choses importantes ici. D'accord? Alors, il y a 3 génériques. Le type du stream, T, le type de l'accumulateur, A, et le type du résultat, R. Bien pensé, les noms. La différence, c'est qu'on va à une fonction qui va calculer la valeur initiale, qu'on appelle ici supplier. OK? On retrouve notre accumulateur et notre combineur. Là, il n'y a rien de nouveau. Encore une fois, si vous êtes dans du séquentiel, vous pouvez faire un froze d'exception si vous ne voulez pas vous taper l'écriture de ce combineur. Et il y a une dernière opération, un finisher, qui va prendre la dernière valeur de l'accumulateur et va calculer un résultat. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de la moyenne sur les doubles. En fait, la moyenne sur les doubles, mon accumulateur, il avait à la fois un count et à la fois un sum. Mon opération finale pour calculer la valeur moyenne, ça va être la division sur sum divisé par count. OK? Donc, ça sert à ça. C'est juste une forme plus générale de notre reduce. Alors, en plus, il y a une fonction pour lui passer des flags et tout, mais bon, c'est anecdotique, c'est pas ça qui est important pour comprendre ce qui se passe dedans. Alors, normalement, on ne les écrit pas, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le JDK, ou en tout cas, on les écrit rarement. Dans Java Util Stream Collectors, on a les toSet, toList qui existent, toMap, il y a plusieurs formes pour toMap, on lui passe des fonctions qui nous donnent les clés, les fonctions qui donnent les valeurs, par exemple. Group by, alors là aussi, il y a plein de formes. L'idée, c'est qu'on va lui donner une fonction qui donne les critères de groupement, la clé, et après, un truc qui va calculer la liste ou autre chose derrière. Joining, si on veut prendre un stream et, par exemple, on veut mettre un stream et on va produire une string avec des séparateurs, on peut faire du joining. Et c'est pas la peine d'écrire vos propres trucs pour faire vos averages et tout ça, parce que ça s'appelle summarizing int long et double, et ça nous produit un objet summarize, ou je ne sais pas trop exactement le nom, mais en gros, dedans, on va retrouver min, max, les écarts types et la moyenne, ce genre de choses. OK? Donc, il y a ça qui existe dans le JDK maintenant depuis Java 8, déjà. Et si j'ai besoin de travailler avec l'index, bon, avant, on avait notre for i avec tout ça, ça marche. Et on pouvait travailler à la fois sur une liste en prenant des get avec les index, et on avait l'index aussi. Alors, on peut faire des trucs, on peut faire des reduce avec des trucs qui vont s'accumuler, ce genre de choses, mais moi, je mets ça dans la catégorie hautement subjectif de pas propre. Voilà.
La bonne nouvelle, c'est qu'en Kotlin, on a du code qui va nous permettre de faire map with index, filter with index, ce genre de choses. Dans ce cas-là, on a un truc qui s'appelle zip with index qui va nous produire des paires où il y aura à la fois l'élément et l'index. On pourra faire tout ce qu'on veut derrière. Donc, on ne l'a pas vraiment en Java. Bon, tant pis, un jour, ça viendra peut-être. C'est le moment où la question qui tue, hein. Qui fait professionnellement du code avec un Java 9 ou plus? Il faut lever la main. Hein. Okay. Alors oui, l'API est assez jeune, hein, du coup, enfin, c'est Java 8, hein, et du coup, ils ont rajouté plein de trucs petit à petit. Il y a des choses intéressantes dans Java 9, le stream of nullable. Donc, si l'élément qu'on lui passe, c'est nul, ça fait empty, sinon, ça lui fait juste un stream avec un élément. Ça simplifie certaines syntaxes. Il y a le optional stream aussi. Sur optional, si on a un stream d'optional et qu'on veut un stream qu'avec les valeurs qui existent vraiment, en fait, on peut juste faire mapper avec cette méthode et ça marche. C'est magique, c'est bon. Je vous passe les autres. La dernière qui est intéressante, que donc du coup, vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être suivi parce que du coup, ils en ont un peu parlé, parce que Java 12 est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le teeing. Alors, c'est un collector particulier qui va prendre deux collectors. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça peut s'intuiter. En fait, un stream, c'est un plan d'exécution. Donc, une fois qu'on l'a exécuté et on n'est plus dans le même état, il faut recréer le stream si on veut refaire la même chose. Donc, on le consomme une fois et c'est tout. Okay. Mais des fois, on a envie de le consommer deux fois. Par exemple, si ma super moyenne des doubles, je voulais l'écrire en disant j'ai un collecteur qui me fait la somme, un collecteur qui me fait le count, et j'aimerais bien le combiner, et ben c'est exactement ce que fait le teeing. Ça va vous permettre d'exécuter deux collectors sur votre stream, et à la fin, agréger, faire le calcul final avec les valeurs intermédiaires. Donc c'est le teeing. C'est cool que ça existe. Bon, après, on peut toujours écrire nos propres collectors qui font tout ce qu'on veut. Hein. Un petit bilan sur les streams, en particulier en Java. Moi, je trouve ça génial. Ça fait vachement de bien, c'est vachement rafraîchissant pour Java, je trouve. Je vous ai mis quelques règles importantes à suivre. Il ne faut pas faire d'effet de bord. C'est écrit hein, dans la doc hein, que vous aurez les résultats non prévisibles si vous faites des effets de bord. On est obligé de tolérer des effets de bord dans le pic, puisque sinon on ne fait rien. Et on va tolérer des choses comme les logs ou des choses comme ça pour vous faire du debug et tout, mais faites attention à ne pas l'utiliser. Regarde s'il n'y a personne que je connais dans la salle, parce que il y en a qui vont dire que je ne respecte pas toujours les choses, mais non. Voilà, excellente question. On va en parler plus tard. Donc, autre chose importante, les opérations non associatives dans les streams parallèles, ça ne va pas marcher. Okay, donc, ça marchera en séquentiel, mais ça ne va pas marcher. Pour rappel, pour ceux qui les maths sont loin, quelques opérations non associatives sur les nombres, c'est la soustraction, c'est la division. Ou autre chose, ceux qui font des matrices, la multiplication, elle n'est pas associative sur les matrices. Voilà. Et si vous ne savez pas, vous ne faites pas de toute façon de parallèle. Autre chose, on évite tous les streams sur les types boxés, les grands integers, grand long, grand double et tout ça. On passe avec les types in-stream, on-stream et tout ça. Attention, 2 points. Sans bonne raison, ne faites pas de stream parallèle. C'est quoi la bonne raison? C'est qu'on va améliorer les perfs, mais on en parlera plus tard. La lisibilité est importante et super importante. Il y en a plein qui critiquent cette API parce que ça rend du code pas lisible et tout dans tous les sens. C'est juste que le développeur qui l'a écrit, il n'est pas capable d'écrire du code lisible. Pour moi, ce n'est pas l'API qui va remettre en jeu. C'est la capacité du développeur à penser que des gens vont lire le code. Quelques astuces. Premièrement, si vous avez du code trop long à lire, bon, déjà, vous mettez tous une seule opération par ligne. C'est pas dur. Deuxième astuce, si vous avez du code un peu trop long ou pas très agréable à lire dans vos lambdas, hop, vous le sortez dans un predicate, ce genre de choses comme ça. Encore mieux, vous pouvez carrément le sortir dans une fonction statique ou pas. Bonne nouvelle, vous avez écrit des choses sans effet de bord, votre fonction statique, elle est unit testable de façon logique. Bonus en plus. On peut utiliser intelligemment les aspects paresseux. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a des situations où on fait du traitement qui peut coûter un petit peu et on a des if imbriqués dans tous les sens pour calculer des valeurs. Et on peut rentrer ces traitements dans des streams et faire des file first, ce genre de choses pour être un petit peu malin. Et c'est super intéressant si vous avez des traitements un peu lourds et tout.
On peut faire des choses un peu élégantes. Bon, après, on va dire que c'est un peu advanced. Il faut avoir un peu l'habitude. Tout ne me satisfait pas dans les streams. Il y en a qui vont dire que je pinaille. Mais il y a des choses que je trouve insupportables. Il y a cette fameuse fonction reduce, la troisième forme, qui est ici. Je vous ai mis la deuxième que je vous ai présentée tout à l'heure. Au-dessus, la différence, c'est que je n'ai pas besoin de passer la valeur initiale. Pas la peine, parce qu'on va prendre le premier qui est dans le stream. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, on a des streams vides. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne optionnel. Aucun problème avec ça. Ce qui me gêne, c'est qu'on a 3 fonctions reduce et elles ne retournent pas toujours le même type. Et ça me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Et ça me perturbe beaucoup qu'il n'y ait pas le même type de retour. Ce que Igor aurait préconisé. Alors, c'est de ma faute aussi. Hein. J'ai qu'à être sur les channels, à râler et machin et tout, sur les experts groupes et les critiquer. Donc voilà, c'est de la faute aussi. C'est facile de critiquer a posteriori. Globalement, ils ont fait du super taf, hein, mais bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les critiquer non plus. En fait, là, cette fonction, moi, je l'aurais bien appelée reduce. Celle dessus, je l'aurais bien appelée fold left. Et puis même un fold left avec un type générique différent, là, au lieu d'avoir un binary opérateur, d'avoir notre fonction d'accumulation. Et puis éventuellement un fold left parallèle, par exemple, ce genre de choses. J'aurais changé les noms. Les méthodes, c'est pas grand-chose, mais juste changer les noms, pour moi, ça aurait été satisfaisant. Je pense que fold left, c'était trop proche de ce qui était déjà utilisé par Scala, donc il fallait faire autre chose. Il faut mélanger pour rendre le passage à Scala difficile. J'ai l'impression des fois qu'ils font ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Kotlin, donc, enfin, pas Kotlin de la même façon. Autre chose, donc le fait qu'il y ait ces fameux types primitifs et tout, là, ça nous pourrit la Javadoc avec des objets supplémentaires, des méthodes supplémentaires pour passer de l'un à l'autre. Alors, c'est moins flagrant que sur les completable futures ou les Java Util Function, mais c'est barbant de voir la Javadoc polluer avec ça. Là, encore une fois, on pourra, a priori, à terme, faire des listes de petits tints quand il y aura les value objects. Là aussi, c'est assez dur de prédire quand ça arrivera. Et puis, de toute façon, les API, elles sont encore là, elles sont là, gravées dans le marbre. Hein. Je vous rappelle, on a toujours vector et hashtag. Donc, tant pis, elles sont là. De façon générale, bon, alors moi, quand je ne fais pas que du Java, le boilerplate me gêne. Le collectors toList, il me sort machin. Alors, ils ont leur raison pour ne pas avoir créé la méthode toList sur les streams. Raison que je ne comprends pas. Mais voilà. Si vous regardez les différentes versions du groupe by de collectors, là, ils ont réussi un truc exceptionnel. Ils ont une Javadoc qui est aussi habitable que la Scaladoc. Et c'est incroyable. Avec les génériques dont on s'en sort plus. Alors, c'est pas vraiment de leur faute, mais voilà, du coup, c'est super dur. Et malheureusement, comme il y a plein de formes, IDE, c'est plus trop celle que vous utilisez. C'est vraiment pas très marrant là-dessus. Et voilà. Autre chose, pas les tuples en Java, bon, c'est pas grave, on crée les paires, les triples et tout, mais bon, c'est dommage. Bon, c'est sûr que c'est vachement pratique, des fois, dans des résultats intermédiaires, d'avoir des paires ou des choses comme ça, sans avoir besoin de créer des objets. Créer des objets, on peut toujours le faire, mais c'est hyper verbeux en Java. Et il y a des bugs dans le lazy du flatmap. Alors moi, je ne suis jamais tombé dessus dans le code, dans toutes les streams que j'ai écrits, j'en ai écrit beaucoup. Mais il y a des cas un peu tordus où le stream, le flatmap, il n'est pas si lazy que ça. Et si là, vous mettez un stream infini, vous avez beau faire un truc genre find first derrière, ça marche pas. Donc, on peut pas les louper, hein, ces bugs. Hein. Alors, bonne nouvelle, c'est corrigé dans Java 10. Hein. J'ai pas testé avec Java 10, j'ai testé avec Java 8. Les bugs, ils sont bien là. Je vous ai pas montré de Kotlin parce que c'était pas trop nécessaire là-dessus. Il y a un truc notable à dire, c'est que d'abord, ça s'appelle pas strip, ça s'appelle séquence. Kotlin peut compiler sur un 1.7 et un 6 en Java. Du coup, on peut avoir cet aspect lazy avec du Kotlin et compiler sur du 1.6. Autre chose intéressante, c'est que toutes les fonctions que je vous ai montrées, map, reduce, flatmap, on les a directement sur l'API collection. La différence notable et importante, c'est que ce n'est pas lazy. D'accord ? Si vous chaînez les maps, vous allez à chaque fois créer une nouvelle structure. On fait souvent des books sur les collections. Dans Kotlin, on a des collections immutables et des collections mutables. Je vous laisse deviner ce que je préfère. Ce qui est intéressant à noter là-dessus, c'est qu'ils ont fait le choix de déguiser, on va dire, ces API immutables en
en mettant un beau masque sur les collections qui existent déjà dans Java. Donc, on a des API immutables qui vont utiliser EureList, par exemple. C'est une feature qui est géniale pour l'interop. Par contre, du coup, ils sont limités avec ce qu'il y a dans Java. Et puis, bon, on peut toujours hacker, de toute façon, quelle que soit la situation. En Scala, il y a déjà des streams depuis super longtemps. On peut aussi faire des choses directement dans les collections. Même chose, ce ne sera pas lazy. On peut avoir des vues qui seront lazy sur les collections. Je ne vais pas trop rentrer dans cette partie du code. On peut avoir les API immutables ou mutables. Par contre, ils ont tout réécrit. Ce qui est super cool parce qu'il y a plein d'autres choses géniales. Mais ce qui est pas cool, quand on veut passer de Java à Kotlin, il faut faire des conversions. Non, ce cas-là, au final, ça revient au même. Mais c'est sûr que Scala et Java, là-dessus, on est obligé de... En plus, bon, il y a des implicites, on adore ça, c'est cool, mais bon. C'est un truc super sympa, sur les streams, on peut faire des constructions récursives dessus et avoir une espèce de code un peu élégant là-dessus. Bon, on va mettre ça de côté pour ceux qui... Regardez la Scaladoc dessus, il y a des beaux exemples au début pour faire le crible des rastostem, là, pour le premier. C'est super sexy. Chose notable, la 2.13, elle n'est pas encore sortie, mais elle va arriver. En gros, ils réécrivent tout. Les API ne vont pas trop changer, ça ne va pas trop changer votre code. Il faudra recompiler, mais ça, on a l'habitude. Mais oui, ils vont faire des grosses évolutions dedans. D'accord? Donc, tout ce que je peux dire derrière aujourd'hui sur ce cas-là, ce ne sera peut-être pas vrai demain dans la 2.13. Après, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec la 2.11, par exemple, ceux qui font du Spark, qui ne sont pas tous migrés sur la 2.12, par exemple. Il y a un truc dans ce cas-là que j'aime pas. Alors là, c'est là où on dit que je pinaille. Enfin, c'est entre autres là où on dit que je pinaille. Donc il y a une structure qui s'appelle for. Alors c'est pas vraiment un for. C'est pas un for comme on l'entend, on va dire. Ça s'appelle for comprehension. Ici, vous avez un exemple de code. J'ai une liste de fruits et je veux nourrir mes singes et j'ai besoin de les nourrir avec des nourritures de singes. Donc je prends mes fruits et j'en prends un. D'accord? Et dessus, je vais appeler une super méthode qui fait Emojify, qui va transformer ma chaîne de caractères en emoji, et après je vais pouvoir lui dire de garder que les noix de coco et les bananes, puisque les singes mangent les noix de coco et les bananes. Et à la fin, je vais lui dire, en fait, tu me retournes ça. Et ce que j'ai mis là en souligné, ça va me construire une liste. D'accord? Ce qu'on appelle for comprehension. Ceux qui font du Python, ils connaissent, ou plein d'autres langages, ils font ça. En fait, ce n'est pas vraiment une boucle for, c'est juste du sucre syntaxique. D'accord? En fait, ça, c'est transformé par le compilateur Scala, qui a le temps de faire plein de choses, y compris ça, faire des maps, des filters et des flat maps à partir de ça. Bonne nouvelle, on peut l'utiliser sur autre chose que des collections, par exemple. Exemple concret, intéressant, les futurs. Les futurs, c'est comme les compatibles futurs de Java, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment cool. Alors, je pinaille parce que j'aime pas du tout cette flèche, parce qu'elle me fait lire de droite à gauche et ça me perturbe beaucoup. Mais il faut avouer que dans certains cas, cette boucle-là, elle a du code beaucoup plus lisible que si on enchaîne des maps et des flat maps dans tous les sens. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de solution magique là. Je pinaille, je râle, mais bon, en fait, je n'ai pas de solution. La partie intéressante est là. Qui est le meilleur? Alors, normalement, quand on veut déterminer si quelqu'un est meilleur qu'un autre, il va falloir utiliser une opération de comparaison. Et pour ça, il faut une relation d'ordre, peut-être de semi-ordre. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont bons là-dessus, mais je dis peut-être des bêtises. Mais en gros, il faut des critères. Ça, c'est important. Et quels sont les critères? Et ça va dépendre. Est-ce que c'est le plus rapide? Est-ce que c'est le plus rapide à la première exécution ou le plus rapide en moyenne? Déjà, ce n'est pas évident. Est-ce que c'est ce qui coûte le moins en mémoire? Est-ce que c'est le plus maintenable? Là, j'ai mis des petites briques parce qu'on peut les construire et reconstruire s'il faut. Est-ce que c'est le plus lisible? Alors là, plus maintenable, c'est hyper dur à évaluer. Hein. On le sait que après, on va dire. Est-ce que c'est plus lisible? Alors déjà, la lisibilité, c'est un truc qui est hyper subjectif. Et après, il y a un autre problème, je pourrais lui mettre un petit kanji là, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on apprend. Si vous regardez la boucle for avec les 3 instructions, c'est un truc qui est illisible pour moi, si on ne s'est pas habitué à les lire. On en fait tellement qu'on s'habitue à les lire et ça nous paraît super simple. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive, des fois je suis un peu étourdi, des fois je me loupe un peu sur mes conditions et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je ne les vois jamais ces erreurs parce que mon cerveau il a appris à regarder les lignes intéressantes dedans
et pas cette petite ligne, cette petite instruction au milieu. Donc, il y a un aspect apprentissage sur la lisibilité. Donc, peut-être qu'au début, vous allez trouver ça plus dur, les streams, ceux qui n'en font pas encore trop, mais moi, je trouve que c'est plus lisible à long terme si on respecte un certain nombre de bonnes conditions. Alors, les performances, l'avantage, c'est que c'est facile, c'est des chiffres, on peut les faire. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas évident de faire des micro-benchmarks en Java. En gros, tous les micro-benchmarks, vous allez voir current time in millisecondes ou voir les nanotime, vous pouvez les jeter à la poubelle, ça ne sert à rien. La JVM, elle va chauffer. Il y a deux modes, on va dire, pour simplifier. Il y a un mode interpréteur, ça interprète le bytecode. Et il y a un mode où ça dit, je suis trop passé dans cette méthode, j'en ai ras-le-bol, je fais l'effort, je compile tout ça, je fais de l'assembleur, je mets ça en mémoire, et la prochaine fois, tu runs de l'assembleur. C'est ce qu'on appelle le just-in-time compilation, le JIT. Graal va utiliser, il y a des choses dans Graal qui font du JIT, par exemple. Et donc, la moins mauvaise solution, la meilleure pour du micro-benchmarking, ça va être d'utiliser JMH. S'il y a des gens qui sont motivés pour faire des talks sur JMH, je pense que c'est la garantie de parler, parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet intéressant, important, et que je vois rarement dans les confs. Voilà, avis aux amateurs. Je vous ai mis un lien avec plein d'articles. Il y a 5 articles pour vous expliquer justement pourquoi il faut faire du JMH et pas du current time in millisecondes. Il est vraiment super abordable. Après, on peut aller beaucoup plus loin dedans. Je passerai les slides à la fin, en fait. On peut prendre les photos. Si on veut vraiment de la perf, il y a d'autres solutions. Okay. Bon, donc, le problème, c'est que les books, il y en a tellement que je suis obligé de prendre un exemple. J'ai pris un exemple que je vais vous décrire ici. Ce sera évidemment pas représentatif de ce que vous avez, mais de toute façon, vous n'aurez pas à trouver un exemple hyper représentatif. L'important, c'est de refaire les exemples chez vous, dans votre cas particulier, avec votre JVM, avec votre machine, qui n'est pas forcément un Mac, etc. Donc, j'ai fait un truc qui s'appelle une évaluation de la valeur de pi avec la méthode de Monte-Carlo. Ici, vous avez un carré de côté 1 et un quart de cercle inclus dans le carré de côté 1. D'accord? Et je vais tirer des points au hasard. Je ne sais pas si on les voit très bien. OK? Très bien. Et donc, du coup, j'utilise une fonction random, uniforme, tout ça, tout va bien. Et ce qui est assez intuitif, c'est que le nombre de points qui vont être dans le cercle, d'accord, par rapport au nombre de points total tirés, ça va correspondre au ratio entre la surface de mon quart de cercle et la surface de ma zone, mon carré. Alors, comme je suis bon en maths, je fais pi R2 divisé par 4, le cercle. Mon carré, c'est R carré, ça me fait pi sur 4. Et du coup, en tirant suffisamment de points, je vais avoir une approximation de pi. Astuce, R égale à 1, ça simplifie tout. Bon, ça simplifie, enfin, ça sera toujours pi sur 4, puis ça simplifie les choses derrière. Donc là, vous voyez une superbe approximation. Pi, ça vaut à peu près 2. Et plus on va tirer de points, et bien, plus on va se rapprocher. Au passage, donc, je vais tirer des points, hein, donc j'augmente. Au passage, vous constatez que c'est une méthode hyper inefficace pour calculer pi, donc ça ne sert pas à rien, mais on peut s'amuser et tirer beaucoup de points, et bon, on arrive à des valeurs. J'ai du bol, je suis déjà à 3,14, des fois, je n'arrive pas à ça. Hein. Donc voilà. Avantage, je peux m'amuser avec plein de valeurs de tirage et faire des perfs avec. Alors, comment ça marche? Une classe point, arrivée finale, double XY, un constructeur, c'est une table, une super fonction qui calcule si c'est dans le cercle. Ok, cool, ça fait 1 le machin, donc la racine carrée, mais machin, tout ça, ça marche très bien. J'ai juste ici de x fois x, y fois y, classe. C'est ma comparaison. Une super fonction qui me calcule un nouveau point avec 2 randoms. Le next double, il fait entre 0 et 1, c'est magique. C'est pratique, ça m'évite de faire des calculs derrière. Et mon compute final pour faire la. Et après, je vais vous montrer des exemples. Alors, je vais passer hyper vite sur certains parce que ça a quand même un vrai. Mais il y en a quelques-uns sur lesquels je vais m'arrêter. Donc, le premier, pour vous expliquer comment je code ça, j'ai une fonction, super. Ici, ma valeur count, c'est le nombre de points que je vais vouloir tirer. D'accord? Dans ma boucle, j'ai quoi? J'ai une boucle. Je ne vais pas chercher à optimiser, on peut se passer de l'objet à un point, hein, d'accord? Mais tout le monde va utiliser ce point-là et va en créer plein. Dans ma boucle, qu'est-ce que j'ai? Si c'est dans le cercle, donc un filter.
if, filter, paf, je calcule un truc qui est à l'extérieur et qui est ici, un accumulator, type int, et à la fin, je fais une opération terminale. OK? Donc là, c'est facile, on identifie un filter, un accumulator, paf, on passe sur les streams. Alors j'ai utilisé le stream generate, on lui passe une fonction, et de façon infinie, il appelle cette fonction. Donc comme c'est de façon infinie, il faut qu'on le limite, sinon on ne termine pas. Il y a une méthode limite. Et après, je filtre et je count. Donc là, c'est même pas la peine de faire un redo, c'est direct le count. OK? Alors là, si on veut comparer les deux, il y en a un qui est plus élégant que l'autre. OK? Et alors, des fois, on va me dire, ouais, Igor, tu triches, tu indentes bien, tu fais ça. Mais en fait, ça, c'est faisable par tous les développeurs. Hein. OK? On peut passer en parallèle. Donc, ce que j'ai juste fait, c'est rajouter ces deux lignes-là. Normalement, j'aurais besoin que du parallèle, mais le unordered, je vous ai dit qu'il y avait des flags tout à l'heure. Il y a un flag pour dire j'ai un ordre. En faisant ça, je lui dis, tu n'as pas d'ordre. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en avait pas. En fait, il n'en avait déjà pas. Mais pour lui dire, bon, pour montrer que je ne triche pas, je ne cherche pas à faire planter les trucs. Hein. Donc, il n'y a pas d'ordre, c'est sûr. Mais c'est juste deux lignes rajoutées. Je ne vous ai pas fait la récursivité parce que Stack Overflow. Mais en Kotlin, on va pouvoir la faire. Donc, la boucle for, c'est inintéressant. La récursivité, elle n'est pas super sexy, mais elle est là. J'ai une telle rec, une fonction auxiliaire, mon InCircle, c'est mon accumulateur, etc. OK? On peut travailler sur les collections. Donc, moi, j'ai fait, en fait, il y a un truc qui s'appelle des ranges et du sucre syntaxique en Kotlin, on peut faire ça. Et ça, c'est directement sur les collections, donc c'est pas lazy. Donc, le map, il n'est pas lazy, par exemple. On peut travailler avec des séquences, générer des séquences, ça ressemble beaucoup au code qu'on a écrit en Java. C'est modulo, la syntaxe et les noms de méthodes différents, c'est la même chose. On peut passer en séquence parallèle, coroutine, machin, tout ça. Là, je passe le détail, c'est pas ça qui est intéressant. Ce cas-là, on a du code horrible avec le for, mais là, c'est parce que ça se prête très mal à écrire un for dans ce contexte-là. On a du telrec, on a de la collection, c'est pareil, c'est pas lazy. On peut passer en stream, j'ai fait stream.fill, il y a plein de façons de faire des streams ou des trucs lazy, je l'ai fait comme ça, j'ai testé comme ça. En stream parallèle, là, il y a une méthode point par, j'ai pu faire l'effort d'écrire parallèle en entier. Voilà, et on balance tout ça, JMH, tout ça, sur ma machine. 8 heures après, j'ai les résultats, parce que j'ai fait un peu le bourrin pour avoir un truc sûr. Et derrière, il y a un super disclaimer qui s'affiche, que vous avez présenté comme ça, de façon élégante. C'est pas la peine de tout lire. Vous pouvez lire la dernière phrase, et c'est quelque chose que je ne vais pas respecter, n'est-ce pas? Et ce qui est du coup important, c'est que là, vous allez prendre mon dépôt GitHub, si vous vous doutez, si vous voulez voir d'autres choses. Je n'ai pas du tout cherché à optimiser le code, j'ai cherché à faire du code le plus lisible possible, qui est équivalent de chaque côté. J'ai fait des tests de perf avec. Si vous voulez tester avec une autre version du JDK, une autre archi, autre chose, ou vous faire des tests de perf multilangage JVM et tout, c'est un projet Maven, il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, vous postez des issues, je vous réponds, il n'y a pas de problème. OK? Donc, je vais interpréter les chiffres. Par contre, c'est à vous de vous faire vos propres idées en prenant ce que je vous ai fourni comme matière. Si je me suis planté dedans, je n'ai pas fait faire de review. Si je me suis planté dedans, eh ben dites-le moi, on refera les chiffres et peut-être qu'on verra autre chose. Je vais refaire ce talk à Solitech. Donc, vous avez des feedbacks, ça m'intéresse. Monte Carlo, 1000 points. C'est le nombre d'opérations par seconde, plus c'est haut, mieux c'est. En gros, d'accord, donc 25 minutes à peu près. Et à ma surprise, hein, en fait, quand je fais les tests de perf, j'essaie d'anticiper un peu le résultat que je vais avoir. Et donc, bon, souvent, on est surpris. Les telrec, finalement, ça servirait peut-être de les coder parce que sont performants. Voilà, ils sont même, c'est les plus performants. Les boucles for de Kotlin et de Scala sont plus performants que la boucle for de Java. Alors, peut-être que les compilateurs Kotlin et Scala font beaucoup plus de travail que le compilateur de Java. Moi, je vous ai fait une boucle en incrémentant, peut-être qu'il valait mieux décrémenter. Il y a plein de choses comme ça, je n'ai pas creusé. En tout cas, je ne me suis pas posé ces questions quand j'ai fait du Kotlin. J'ai fait le truc idiomatique de base et j'ai eu des meilleurs perfs. OK, le for, les streams, c'est pas très loin. Et après, sur les collections, étonnamment, je suis pas mal en collection Scala, ça m'a surpris. Les séquences en Kotlin, donc en lazy, et les collections en Kotlin, c'est quasiment les mêmes valeurs. Et les streams de Scala, de façon générale, dans l'état actuel, j'ai eu des perfs toutes pourries, quels que soient les tests. C'est pourquoi, non?
Je n'ai pas étudié ça. Parce qu'il mémorise le résultat. D'accord. Il construit une grosse liste et qui grossit à l'intérieur. Et ça va changer dans la 2.13 ou pas, tu sais? 2.13, j'en sais rien. Ok. Bon. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser ces chiffres. Je vous ai dit que là, j'interprète ça comme je veux. Donc, j'ai calculé combien de temps prend une itération, enfin un calcul sur mes 1000 points. Mon meilleur résultat, c'est 40 microsecondes. Je raccourcis. La boucle for, c'est 47. Le stream Java, c'est 50. Et les collections, c'est 55. Je prends juste l'écart entre la boucle for et le stream. D'accord? C'est 3 microsecondes. OK? C'est 300 fois moins qu'une milliseconde. Donc, le current time in millisecondes qui est effectué qu'une fois sans faire chauffer la JVM, il ne vaudra rien dire, déjà, premièrement. Deuxièmement, si vous développez un back-end, comme moi je fais, vous avez des I/O en entrée, du reste, des choses comme ça, vous accédez à des bases de données, vous faites du file system de temps en temps, vous faites 100 milliards de choses, et qui vont avoir des temps de latence de, je ne sais pas, 10 millisecondes, voire 100 millisecondes. Donc, votre micro-optime pour les 3 microsecondes, elle ne sert à rien. Elle sert vraiment à rien dans ce cas-là. Donc, surtout, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vous rappelle, premature optimization is the root of evil, etc. C'est hyper important de comprendre ça. Ça veut dire que si votre code il est plus élégant et plus facile à maintenir en stream, vous faites en stream. Si c'est l'inverse, vous faites en for. Si vous avez des problèmes de perf, vous mesurez. C'est très simple. Bon, Java, c'est quand même très performant pour du code qui est potentiellement interprété, mais aussi compilé en natif. Donc, 10 millions de points, ça fait beaucoup, beaucoup de zéros. Hein. Moi, je n'ai pas toujours des bases de données avec 10 millions d'éléments dedans. Et j'ai fait les calculs. Et bon, on a à peu près la même... En gros, on a à peu près le même truc, les telrec, les for. Et après, c'est entre les collections, les séquences et les strips. Ce cas-là, on ne va pas les repérer. Là, en fait, le telrec, là, les meilleurs, c'est 400 millisecondes. Alors que ma collection, par exemple, ici, en ce cas-là, ou en Kotlin, c'est 600 millisecondes à peu près. Donc, 200 millisecondes, oui, là, ça compte. Ça compte par rapport à vos I/O. Ça va être du même ordre. Donc là, ça vaut le coup d'optimiser. OK? Donc, encore une fois, il n'y a jamais de réponse universelle pour ce genre de choses. Bon. En fait, j'ai pris cet exemple parce que tirer des points aléatoires, c'est un truc, je vais pouvoir casser la baraque avec mes streams en parallélisant. Donc là, c'est petit, c'est simple, c'est les trucs soulignés en bas, les parallèles. Donc, c'est la cata. D'accord? Donc, le gars qui a dit, je fais point parallèle, j'ai de la perf, il y a beaucoup de chances qu'il ait fait n'importe quoi. Ou en tout cas, s'il n'a pas fait de mesure avant, il n'a pas mesuré après, il a fait n'importe quoi. Peut-être que vous allez avoir de la meilleure performance, ça va dépendre des cas. Maintenant, ça m'a... Ah, je ne vous ai pas dit, il y a un super lot à gagner. Maintenant, j'ai fait une modif dans mon code. Nous aussi, on a des goodies. C'est des sous-bots, les goodies. Vous avez des fléchettes et une règle. Vous pouvez vous entraîner à faire du Monte Carlo en jetant des trucs. J'ai un super lot à gagner qui me tient vachement à cœur. Donc, si quelqu'un va m'expliquer pourquoi, en faisant une petite modif dans mon code, je suis passé à des streams en Java et en Kotlin qui sont 3 fois meilleurs que Metalrec. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous n'avez pas d'idée? En utilisant le lazy. Hein? En utilisant le lazy. On est déjà... Hein? Non. C'est ça qui pose problème. Je ne vais pas beaucoup insister, hein, c'était trop facile. Il va falloir trouver quelqu'un pour... Je vais trouver une autre question d'ici. Ça ne fait pas un nouveau site, ça, à chaque fois? En fait, le problème, c'est que en fait, le random, il y a une valeur, l'année précédente. On peut passer un seed au début. Et en fait, on est obligé de garder, synchroniser, on est obligé de garder ça et ça nous dit les perfs. J'ai fait ça, il y a des randoms. Donc, c'est la cata. Donc, il y a plein de solutions pour le faire. Non, il n'y a pas plein de solutions. Il faut que je revienne où j'étais. Hop, ça va vite, désolé pour les yeux. La solution, elle est là. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon random par ce superbe objet, splittable random. Depuis Java 8, on a ça.
Et lui, on peut splitter et c'est cool, ça marche. Enfin, j'ai juste changé ça et j'ai eu x3 sur les perfs. Alors, donc voilà, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas qu'on est arrivé à faire un truc super bien, c'est la démarche qu'il y a derrière, en fait. On a un problème, on ne sait pas pourquoi, on l'analyse, c'est pour ça que je n'ai pas analysé tout ce qu'il y avait, trop de choses à analyser. Celui-là, pour moi, était plus important. Et ben, en fait, des fois, on est surpris, et si on n'a pas fait des mesures, si on n'a pas fait tout ça, et ben, on fait des bêtises dans notre code. D'accord? Et ça, c'est vrai pour les hooks, et ça va être vrai pour plein d'autres choses. Autre chose, alors ça, c'est directement sorti d'un talk ou d'un tweet de Mario Fusco. Il a fait un talk l'année dernière, Lazy Java, à Devox. Je vous recommande le talk, très bien. Je vous recommande le speaker, très bien. Avec son accent italien, c'est bizarre. Donc, voilà, donc deux trucs. On va lire dans un fichier les 40 premières erreurs, les 40 premières lignes qui commencent par erreur. Donc, il y a une version qui est mieux que l'autre. Surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est ici, en fait. Sur chaque ligne, si on code proprement, enfin, on rend le code visible, on va avoir quelque chose qui a une signification intéressante. Dès que vous rentrez dans du code avec ici donc une boucle while, on pourrait faire avec du for, des do, enfin, c'est pareil. En fait, vous allez vite avoir du code qui est entremêlé. Et ce qui va se passer, c'est que votre code il va évoluer. Et derrière, vous allez rajouter des trucs. Et puis, ça va être tellement compliqué, vos ifs et vos for imbriqués, que vous ne serez plus capable, derrière, de faire un effort de refactoring. En plus, en général, on peut faire des tests. Alors que là, dans un contexte comme ça, c'est beaucoup plus facile de découper et de rajouter des choses sans que ça ait un impact fort dessus. Au passage, comme on fait des fonctions sans effet de bord à l'intérieur, c'est plus facile de les tester. Donc bien sûr, c'est un exemple qui met en valeur les streams, on en trouvera où c'est l'inverse. D'accord? Mais c'est important de se dire, des fois, notre code, ça vaut le coup de faire des streams. On revient rapidement sur la question du effet de bord. Ce sera le slide d'après. Donc ça, c'est mon code du début. Hein. Bon, j'avais un 4, je vous passe les détails du problème des castes et tout. Bon, ça, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus ces soucis-là. Et ce qui me gêne, en fait, c'est que sur cette ligne-là, c'est casse-gueule. Si on se plante sur les instructions, c'est casse-gueule. Et c'est pas facile forcément de le voir. Je vous ai dit combien de fois je me suis fait avoir sur ici. Un petit loop, vous voyez, c'était, fallait pas faire un inférieur, mais un inférieur ou égal, puisque voilà, ce genre de choses, ça arrive tout le temps. Alors que quand on utilise cette structure-là, avec un for each ou le for each classique de Java 5, on n'a plus ce problème-là. Cette ligne-là, elle est facile à écrire. En fait, on va en avoir besoin que rarement. Par contre, ce que j'aime pas là, c'est ici cette ligne-là. Pour faire ce code-là, dans cette fonction, dans ma lambda, je vais toucher l'extérieur de mon bloc. D'accord? Et donc là, on est dans la même fonction, dans la même méthode de fonction. Donc, ce n'est pas vraiment trop dangereux. D'accord? On va bien le contrôler. Maintenant, imagine que demain, le développeur, hop, il mette ça dans mon objet sous forme d'attribut. OK, ça a marché, très bien. Et puis, un jour, en prod, dans un autre thread, il y a quelqu'un qui va modifier cette valeur-là. Et puis là, votre truc, il va modifier. Et parce que là, on va faire un effet de bord, c'est-à-dire qu'on va modifier quelque chose, on va dépendre de mon environnement extérieur et même le modifier. C'est ce qui va être un effet de bord. Parce qu'on va faire ça, d'accord, on va avoir un bug qui sera impossible à reproduire sur notre machine parce qu'on n'arrivera pas à reproduire ce contexte-là. Et ça, effectivement, cette syntaxe, elle est élégante, mais pour moi, on va avoir pas souvent des bugs, mais quand ils vont être là, ils ne vont pas être marrants à corriger. Et du coup, il faut les éviter. Alors, ça tombe bien, on n'est pas tous du même avis. Alors, ce qui est très important quand vous lisez la phrase, c'est qu'il y a quand même écrit for each à la fin. D'accord? Et il y a des gens qui s'arrêtent avant et ils disent, bah, en fait, j'ai la preuve, en plus, c'est un article de blog, donc c'est forcément un truc génial, que, bah, en fait, il ne faut surtout pas faire des for each, des streams. Bon, je ne vais pas regarder le nom du gars parce qu'il va prendre cher. Donc, c'est génial. En plus, il y a des pubs. En fait, déjà là, ça devrait vous indiquer que ce n'était pas un article intéressant à lire. Bon, je vous passe les détails en millisecondes sur benchmark. Bon, bah, moi, j'ai fait les miens. Voilà. Readability, il cite le truc de Mario Fusco, très bien. Et il dit, oui, ben bon, en fait, moi, j'ai pris un autre cas. Je vais générer les colonnes, les noms des colonnes Excel, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder, puisque je ne suis pas développeur, probablement en tout cas, puisqu'il est allé regarder dans Stack Overflow, qui est la référence ultime du code propre, bien sécurisé,
quelles sont les réponses, et il a jugé derrière la lisibilité du stack overflow. Okay, vous avez ce code-là avec la boucle for, et ce code-là, en plus, il va dire, ouais, les gars, ils ont utilisé Joule, hein, une extension, ceux qui connaissent Joule, c'est public pour ajouter des trucs cool sur notamment les streams. Hein. Et bon, ce code-là, il y a des trucs dans tous les sens, c'est illisible, des cross-john, on ne comprend rien. Ce que je comprends, hein, tout à fait, là, il a tout à fait raison. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment il trouve cette ligne lisible, si tu veux. Donc voilà, déjà, je ne comprends pas ça. Donc moi, j'ai écrit ça. Alors, je l'ai écrit. Donc, j'ai fait un truc, au lieu de faire, j'aurais pu faire un string leader, mais j'ai fait une string. Je suis allé bêtement et méchamment. J'ai écrit une boucle avec un while, pas le trou avec un break. C'est pas super élégant, mais ça marche. Donc, enfin, c'est pas super élégant, mais c'est quand même pas mal en fait. Et moi, franchement, cette solution, elle est bien meilleure que les deux autres. D'accord? Vous avez la solution en récursif, c'est du Kotlin. Hein. C'est la solution que je préfère parce que là, on voit mieux les étapes, on comprend ce que c'est l'accumulateur, tout ça. Je trouve que c'est la meilleure. En fait, elle est très très proche de l'autre. C'est juste qu'il n'y a pas un break et tout, et je préfère lire ça, en fait. Et vous avez la version avec les séquences, avec là, j'aime pas trop. Ce que j'aime pas, c'est que je suis obligé de me trimballer cet accumulateur-là, qui est une paire d'entiers nullables, très bien nuls. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la meilleure solution, les séquences, d'accord, ou les streams. C'est pour moi le récursif. C'est un avis personnel, subjectif. Conclusion. Alors, conclusion, j'ai des choses hyper importantes à vous dire. La première chose, c'est qu'on va reprendre ma citation du début. Je vais rajouter un petit truc. En gros, c'est important de se remémorer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses dans la programmation. Il y a plein de styles. Et ce style avec Fluent, avec le flux, je le trouve super élégant et super intéressant. On va le retrouver dans les programmations réactives avec de l'asynchronisme et des I/O non bloquantes en plus. On va le retrouver dans des calculs distribués sur Spark ou Kafka Stream. D'accord? Là, ça sera clusterisé, la différence. Et en fait, pour moi, il faut être capable, quand on est développeur, des fois, faire un effort et d'éviter de juger, par exemple, un style de programmation parce que l'API, elle n'est pas bonne ou elle est buggée. C'est peut-être juste un problème de librairie. C'est peut-être un vrai problème fondamental du langage qui ne pourra pas faire ça. Il faut s'autoriser à utiliser les bons outils pour faire les bonnes choses. D'accord? Évidemment, on a des goûts. Chacun. Alors après, vous allez me dire, c'est facile, tu réponds, ça dépend, tu ne comprends pas et tout. Bon, pour ça, moi, je vous offre la solution. C'est ce site-là qui modélise assez bien ce qu'il faut faire. Vous avez le lien si vous avez... OK. Alors, je vous ai parlé des lambdas, des fonctions d'ordre supérieur. C'est des fonctions qui prennent notre fonction, par exemple, en paramètre dans les streams. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire des effets de bord, que l'immutabilité, c'était cool. En fait, je vous ai menti, ce n'était pas vraiment une présentation sur les boucles. C'était programmé en Java de façon fonctionnelle et pragmatique, avec une étude du cas particulier des boucles. OK? C'était ça, mon talk aujourd'hui. Et effectivement, ce ne sera pas toujours la meilleure solution, mais souvent, moi, je trouve que ça améliore le code. Aujourd'hui, on peut le faire depuis Java 8 et tout. Faites-le. Et apprenez-le à le faire parce que ça ne vient pas forcément tout seul. Bon, qui dit talk sur la programmation fonctionnelle dit papier. Donc, je vous sors un papier. 91, il n'y avait pas Java, il n'y avait pas Haskell, à ma connaissance. Il est super intéressant parce qu'il y a marqué banana dans le titre. Et en fait, je l'ai mis pour une autre raison. Alors, il a beaucoup influencé de choses, hein, d'accord, ce papier. Donc, il y a un des co-auteurs qui s'appelle Eric Meyer, qui est connu notamment parce qu'il a bossé sur tout ce qui est RX et la programmation réactive. Et il a fait cette citation, je vais vous la lire. Recursion is the go-to of the functional programming. D'accord? Que je trouve très en lien avec ma présentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, on avait des go-to, on faisait l'assembleur. Après, il y a eu Fortran et sa boucle do, ou Algol avec son for, et puis le for du C, etc., etc. Et tout ça, ça nous a permis quoi, ce système de boucle? Ça nous avait permis d'éviter des erreurs compliquées qu'on avait guère avec les go-to. Enfin, moi, je n'ai pas vécu ça, mais bon, il y avait ça. Évidemment, on a perdu un peu en flexibilité, mais on a gagné en sûreté du code. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des maps et des flat maps pour gagner en sûreté sur le code par rapport à des boucles. D'accord? On perd un peu en flexibilité, mais on peut la retrouver avec des telrec. D'accord?
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des telles règles tout le temps. Ça veut dire qu'il faut faire des telles règles quand on en a besoin. Dernier slide. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais sur ces aspects. Par contre, pas sur ce que je vais dire là. En fait, quand vous codez, vous avez plein de questions qui doivent vous arriver à l'esprit. Alors, pas forcément, c'est peut-être un entraînement, mais il faut vous poser ces questions. Si vous codez de façon machinale, par exemple vos boucles, un jour, ce sera la machine qui codera, pas vous. Et la machine, elle ne fera jamais aussi bien qu'un développeur qui réfléchit. D'accord? Donc pour ça, il faut aiguiser votre sens critique. C'est pas évident, c'est même très dur. C'est très dur de critiquer son code. Solution, c'est facile, vous critiquez le code des autres. Faites des revues de code. Et si vous êtes casse-couille, eh ben, ils seront casse-couilles avec votre code, et c'est là où ça va bien se passer. Évidemment, il y a des aspects humains non négligeables. Quand je dis ça, soyez pas méchants, mais c'est comme ça, en fait. Il faut se dire que le code, quand on travaille en équipe, c'est le code de l'équipe. C'est pas mon code à moi ou le code du voisin. Et donc, voilà, c'est ça qui est important pour moi. Et évidemment, il n'y a pas une réponse qui marche partout, sinon on ne serait pas là, on aura déjà toutes les solutions. Donc, toutes les questions, les façons différentes de penser et tout, et ben, moi, je vois ça comme étant une richesse et il faut les échanger, discuter avec les gens, être d'accord, pas d'accord. C'est très bien que ça existe. Il faut partager tout ça et se challenger et c'est comme ça qu'on se tire vers le haut. Vous avez des pizzas. Alors, la première question intéressante, la seule question intéressante, il y a un lot à gagner. Personne? Là, tu nous parles de règles tout le temps, mais tu nous as dit en Java, c'était pas optimisé. Oui. Donc ça veut dire changer de langage. Exactement. C'est vraiment. Il y avait un peu de sous-texte. Je vous ai montré du code qui était vachement plus élégant pour faire mes colonnes Excel que ce que vous avez vu. C'est aussi parce que Kotlin va m'aider, mais Scala m'aurait aidé aussi là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant que ces langages, ils vont pousser un peu comme Micronaut et Quarkus poussent un petit peu l'écosystème qui était un peu stabilisé et tout dans le domaine des, on va dire, des serveurs web. Ça pousse, ça met du challenge, ça tire tout le monde vers le haut et ça, c'est cool. Et qu'il y ait des langages, ça tire aussi tout le monde vers le haut. De mon point de vue, il faudrait qu'il n'y ait plus Java qui se concentre sur la JVM. Kotlin et Scala font l'affaire très largement. Et c'est pas si dur que ça à les apprendre, contrairement à certains études. Voilà. S'il y a d'autres questions, je veux bien les prendre. Par contre, peut-être été un peu long.